Claire Dufresne avait 32 ans et vivait en périphérie de Lyon dans un appartement modeste, mais toujours impeccablement rangé. Chaque matin, elle quittait son quartier discret avant 7 heures pour rejoindre la grande propriété des Beauchamps, située dans l'un des quartiers les plus huppés de la région. Depuis presque 5 ans, elle y travaillait comme employée de maison, en charge du ménage, de l'organisation intérieure et parfois du service lors de réceptions privées. Ce rôle, bien qu'effacé aux yeux des maîtres de maison, lui offrait une forme d'autonomie qu'elle chérissait, même si cela signifiait endurer le mépris silencieux ou les regards invisibles de ceux qu'elle servait. La résidence appartenait à Laurent Beauchamp, un homme d'affaires arrogant quadragénaire héritier d'une chaîne de luxueux hôtels disséminés dans toute l'Europe. Beau sûr de lui, toujours vêtu de costumes sur mesure, il incarnait parfaitement l'élite française, inaccessible, sarcastique et rarement sincère. Pour Claire, il était simplement « monsieur », un homme qu'elle croisait chaque jour sans vraiment exister à ses yeux. À l'approche de la fin d'année, toute la maison était en effervescence. La Beauchamp Corporation préparait sa fameuse fête annuelle, un gala d'envergure organisé dans le prestigieux palais de la Bourse de Lyon. L'événement, prévu dans une semaine, réunirait politiciens, chefs d'entreprise, célébrités et investisseurs étrangers. Depuis des semaines, les équipes de communication, de logistique et de services s'activaient pour peaufiner chaque détail. Même le personnel de maison, habituellement tenu à l'écart de ces mondanités, était sollicité. Claire se retrouvait chargée de coordonner le linge de table, l'organisation des salles et les rafraîchissements pour les réunions préparatoires. Malgré l'intensité du travail, Claire ne se plaignait jamais. Silencieuse et concentrée, elle accomplissait ses tâches avec précision. Ses collègues la respectaient pour sa rigueur, mais certains la considéraient également comme naïve ou trop discrète pour son bien. Elle, pourtant, n'en tenait pas compte. Elle préférait le calme aux bavardages inutiles. Ce qui l'importait, c'était l'ordre, la stabilité et une certaine forme d'indépendance qu'elle avait appris à préserver. Ce jour-là, alors que les rideaux étaient remplacés dans le grand salon, Claire observa à travers les baies vitrées les jardiniers en train d'installer des guirlandes lumineuses. La météo annonçait du froid, mais pas de neige. Elle savait que tout devait être parfait. Le gala de fin d'année n'était pas seulement un événement social, c'était une vitrine de pouvoir, de prestige et de contrôle. Un théâtre soigneusement mis en scène pour que chaque détail reflète la grandeur des Beauchamps. Personne dans cette maison ne savait grand-chose de Claire, et cela lui convenait. Elle gardait son histoire pour elle, y compris les raisons pour lesquelles une femme aussi disciplinée et cultivée avait choisi une vie aussi modeste. Ses gestes étaient toujours mesurés, son langage toujours correct, sa présence toujours feutrée, une silhouette parmi les dorures et les sculptures anciennes. Ce soir-là, elle resta plus tard que d'habitude. Le majordome avait demandé son aide pour trier les cartons de décoration qui arrivèrent de Paris. Tandis qu'elle s'affairait, elle entendit au loin des éclats de voix venant du bureau de Laurent. Rires masculins, des voix arrogantes, des commentaires qu'elle n'aurait pas dû entendre, mais qui ne la surprenaient guère. Les maîtres du monde riaient souvent aux dépens des invisibles. Elle ferma les cartons, nota ce qu'il manquait et rentra chez elle sans un mot. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette fête, qui n'était pour elle qu'une autre manifestation de la vanité des puissants, allait bientôt bouleverser le cours tranquille de sa vie. Une phrase, un simple éclat de moquerie lancé sans réfléchir, allait réveiller en elle quelque chose d'ancien, de presque oublié, la fierté, et peut-être aussi un brin de revanche. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau central de la Beauchamp Corporation, baignant la pièce d'une lumière hivernale pâle. Laurent Beauchamp était déjà attablé, entouré de 3 cadres supérieurs et d'un consultant venu de Genève. Une réunion de dernière minute avait été organisée pour finaliser certains détails du gala. Le ton était léger, malgré la tension habituelle qui régnait autour de lui. Habillé comme toujours d'un costume 3 pièces impeccable, Laurent dominait la conversation avec sa désinvolture habituelle. Il n'avait jamais eu besoin d'efforts pour imposer sa présence. Le pouvoir lui collait à la peau comme un parfum trop cher. À un moment, la discussion dévia sur les invités attendus. Chacun échangeait sur les personnalités qu'il comptait inviter, les alliances à renforcer, les contrats à signer en marge de la soirée. L'un des associés plaisanta sur les femmes qui, chaque année, accompagnaient ces hommes d'affaires, des trophées, toutes plus artificielles les unes que les autres.
Cela arracha quelques rires feutrés. Laurent, accoudé à la table, un sourire narquois aux lèvres, lança alors d'un ton moqueur assez fort pour que tout le bureau entende « Cette année, je vais créer la surprise. Je vais amener Claire. Oui, oui, la petite bonne. » Un silence d'abord, suivi d'éclats de rire. « Tu plaisantes ?» lança l'un des cadres, les yeux écarquillés. « Pas du tout. Imagine la tête des autres. Une fille fade, sans style, sans présence. Ce sera parfait. Juste pour voir jusqu'où va leur hypocrisie. Ils feront semblant de la trouver charmante, comme ils le font toujours. » Les rires redoublèrent, plus discrets cette fois. Le consultant tenta un sourire gêné, mais n'ajouta rien. Les autres se regardaient, certains amusés, d'autres un peu mal à l'aise. Pour eux, c'était simplement une autre provocation de Laurent, un caprice arrogant de plus. Personne ne croyait vraiment qu'il allait le faire. Mais un homme présent dans la pièce, un jeune coordinateur du service de logistique nommé Julien, sentit son estomac se nouer. Julien n'avait pas d'attache particulière avec Claire, mais il la croisait chaque jour depuis plus de 2 ans. Elle ne parlait jamais beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était avec justesse. Il la respectait pour cette force tranquille qu'elle dégageait. Entendre son nom jeté ainsi en pâture le heurta plus qu'il ne l'aurait cru. Il resta en retrait, termina sa tâche et quitta la salle dès que possible. Dans l'après-midi, alors que Claire rangeait des serviettes en lin dans la réserve du rez-de-chaussée, Julien entra discrètement. Il vérifia que personne ne le suivait, puis referma doucement la porte derrière lui. Claire leva les yeux, étonnée. Il s'approcha, visiblement hésitant. « Claire, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais je pense que tu mérites de savoir. » Elle fronça les sourcils, silencieuse, tenant toujours une pile de linge dans les bras. Julien prit une inspiration, cherchant ses mots. « Ce matin, dans une réunion, M. Beauchamp a dit qu'il allait t'emmener à la fête. Pas comme on invite quelqu'un. Il a dit ça comme une blague. Il a ri. Les autres aussi. Il a utilisé ton nom comme une provocation. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux, ses doigts se crispant légèrement autour des serviettes. Elle ne demanda pas de détails. Elle n'eut même pas de réaction de colère ou de surprise. Julien, mal à l'aise, ajouta « Je suis désolé, ce n'est pas juste. Je voulais juste que tu l'entendes de quelqu'un qui n'a rien à gagner à te mentir. » Elle hocha lentement la tête, posant calmement le linge sur l'étagère. Elle remercia Julien d'un simple regard. Il comprit qu'il devait la laisser, et quitta la pièce sans ajouter un mot. Une fois seule, Claire s'appuya contre l'étagère. Son visage restait impassible, mais son esprit, lui, bouillonnait. Elle n'était pas surprise. Depuis toujours, elle avait appris que ceux qui détiennent le pouvoir se croient autorisés à piétiner sans conséquence ceux qu'ils jugent inférieurs. Elle en avait été témoin dans sa jeunesse à Paris, puis plus tard, lorsqu'elle avait dû tout abandonner. Mais cette fois, elle était directement visée. Elle, Claire, réduite à un divertissement. Une farce. Elle rentra chez elle ce soir-là, sans dire un mot à personne. Dans le bus, elle regardait les visages fatigués autour d'elle, se demandant combien d'entre eux avaient aussi appris à encaisser les humiliations sans broncher. Chez elle, elle ôta son manteau, se fit un thé qu'elle ne but pas, et s'assit dans son fauteuil. Dans le silence, elle revisita des souvenirs qu'elle gardait verrouillés depuis longtemps. Le loft à Paris, les croquis, les mannequins en toile, les nuits blanches à travailler les textures, les cours de couture, les projets de fin d'année, les sourires de ses professeurs. Tout cela appartenait à une autre vie avant que tout bascule. Mais ce n'était pas une nostalgie vaine qui l'envahissait, c'était une prise de conscience. Elle savait qu'on attendait d'elle une réaction blessée, un refus humilié, une fuite. Mais elle n'en offrirait aucune. Le lendemain, elle se leva plus tôt encore. Elle prépara sa tenue avec soin, attacha ses cheveux comme à l'accoutumée et se rendit à la maison des Beauchamp. À son arrivée, Laurent traversait le couloir principal, son téléphone à l'oreille. Il la croisa sans même un regard. Elle, en revanche, le regarda droit dans les yeux, brièvement. Il ne remarqua rien, et cela lui suffit. Ce que personne ne savait encore, c'est que Claire avait déjà pris sa décision. Elle irait à cette fête, elle accepterait ce faux honneur, cette invitation empoisonnée, mais elle ne le ferait pas en victime. Et surtout, elle ne serait pas celle qu'ils attendaient. Elle n'avait pas encore de plan, pas encore d'alliance. Mais elle savait une chose, le rire de Laurent résonnait encore dans son esprit, et ce rire, elle le ferait taire, non pas par vengeance, mais par dignité.
et dans son silence, quelque chose se mit en marche. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme trompeur. Claire poursuivait ses tâches quotidiennes dans la demeure Beauchamp avec la même précision discrète qui la caractérisait. Aucun mot ne trahissait ce qu'elle savait. Aucun geste ne révélait le trouble intérieur qui l'habitait. Laurent, fidèle à lui-même, continuait à circuler dans la maison sans jamais vraiment la regarder, convaincu que son plan n'avait rien d'inhabituel. Pour lui, ce n'était qu'un divertissement de plus, une petite audace que l'on se permet quand on vit au sommet. Il ne se doutait pas un instant qu'en face, Claire ne s'effondrait pas, mais se relevait intérieurement avec une intensité nouvelle. Elle accepta l'invitation sans hésiter lorsque le majordome, manifestement gêné, la lui transmit de la part de Laurent. Le message était direct. Monsieur Beauchamp souhaitait l'avoir à son bras lors de la soirée annuelle. Aucun mot de politesse. Aucune tentative de cacher le caractère théâtral de la requête. Claire le remercia d'un ton neutre et retourna à ses tâches sans commentaire. Le majordome la regarda s'éloigner avec une curiosité mêlée de respect. Il avait l'intuition que quelque chose se tramait, mais il connaissait assez Claire pour savoir qu'il ne fallait pas poser de questions. Ce soir-là, une fois rentrée chez elle, Claire s'installa à sa table, alluma une vieille lampe de bureau dont la lumière vacillante révélait l'usure du temps, et sortit un carnet jauni d'un tiroir qu'elle n'ouvrait presque jamais. À l'intérieur, des esquisses de robes, de manteaux, de silhouettes féminines élégantes, toutes dessinées avec un trait sûr et expressif. Chaque page était la trace d'un passé que peu connaissaient. Pendant quelques minutes, elle feuilleta son passé comme on effleure une blessure cicatrisée depuis longtemps. Avant Lyon, avant le tablier d'employés et les couloirs silencieux d'une maison bourgeoise, Claire était une étudiante prometteuse à l'Institut supérieur de mode à Paris. Elle avait été admise à 20 ans, après avoir brillamment réussi les épreuves d'entrée. Ses professeurs louaient son sens de l'équilibre, sa compréhension des formes et des matières, sa capacité rare à concevoir une pièce non seulement belle, mais profondément cohérente. Elle se voyait déjà créer sa propre marque, s'installer à Paris et défiler dans les salons réservés aux jeunes talents. Mais ce rêve s'était effondré en une semaine lorsqu'un accident de voiture emporta son père et la laissa seule, responsable de sa mère malade et de son petit frère encore adolescent. Elle avait tout quitté du jour au lendemain. Les études, les stages, les contacts. Elle avait vendu ses affaires, quitté Paris et pris le premier emploi stable qu'elle avait trouvé à Lyon. Elle n'avait jamais regretté ce choix. Elle n'était pas du genre à se lamenter. Mais ce passé, jusqu'ici soigneusement enfermé dans le silence, ressurgissait à présent avec une clarté douloureuse. Pas pour lui faire mal, mais pour lui rappeler ce qu'elle avait été, ce qu'elle était encore, au fond. Elle n'était pas seulement la domestique que Laurent croyait manipuler. Elle était aussi celle qui avait été formée pour habiller les puissantes, qui connaissait les coupes, les styles, les tissus. Elle savait ce qu'était la prestance, l'élégance, le langage silencieux du vêtement. Et elle savait au plus profond d'elle-même que personne n'avait jamais eu le pouvoir de lui enlever cela. Elle passa une partie de la nuit à rédiger une liste de noms. Des contacts anciens, d'autres presque oubliés, des camarades de classe, des professeurs, des stagiaires avec qui elle avait partagé des nuits de couture, des concours de jeunes stylistes. Elle savait que beaucoup ne se souviendraient peut-être pas d'elle, ou qu'ils l'auraient déjà reléguée au fantôme de leur passé professionnel, mais il suffisait d'un seul, un seul qui se souviendrait, un seul qui accepterait de l'aider à se relever, même pour une soirée. Non pas pour briller, mais pour se tenir debout. Le lendemain, elle envoya des messages, écrivit des courriels, hésita sur les mots, effaça, puis réécrivit. Elle décida finalement de contacter Anaïs Morel, une ancienne camarade de promotion avec qui elle avait partagé une chambre d'hôtel lors d'un concours de jeunes créateurs à Bordeaux. À l'époque, Anaïs avait un style flamboyant, une assurance presque arrogante, mais elle n'avait jamais rabaissé Claire. Elles avaient passé des nuits à coudre ensemble, ri ensemble, pleuré de fatigue aussi. Claire ne savait pas où elle en était aujourd'hui, mais elle espérait qu'elle n'avait pas oublié. Elle reçut une réponse le jour même. Un simple message. « Claire ? Bien sûr que je me souviens. Appelle-moi. » Le cœur battant, elle composa le numéro. La voix d'Anaïs était la même, rapide, chaleureuse, un peu théâtrale. Elles échangèrent de quelques banalités, puis Claire expliqua avec calme ce qui l'amenait. Elle ne chercha pas à se plaindre, ni à dramatiser. Elle exposa les faits,
puis demanda simplement si Anaïs accepterait de la recevoir, même pour une courte rencontre. Anaïs insista pour qu'elle vienne le lendemain. Son atelier se trouvait à Lyon même, dans un ancien local industriel réaménagé en studio de création. Claire s'y rendit après son service, les mains moites, l'estomac noué. Elle avait peur de ce qu'elle allait retrouver, ou pire, de ce qu'elle n'allait pas retrouver. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle sut qu'elle avait bien fait. L'odeur des tissus, les mannequins en bois, les rouleaux de soie et de laine fine, les esquisses au mur, tout cela lui parla comme une langue oubliée, qu'elle comprenait encore parfaitement. Anaïs l'accueillit avec une étreinte brève mais sincère, puis, sans attendre, elle demanda « Raconte-moi tout » et ne minimise rien. Claire raconta. Pas tous les détails, mais suffisamment pour que l'autre comprenne. Elle parla de l'invitation, de la moquerie, de la nécessité de répondre sans colère mais avec force. Anaïs écouta sans l'interrompre, puis déclara simplement « On va faire mieux qu'une robe, on va faire un retour ». Claire esquissa un sourire discret. Elle n'avait pas encore gagné, mais elle avait désormais une alliée, et cela changeait tout. Il restait à peine 7 jours avant la réception annuelle de la Beauchamp Corporation, et l'urgence se mêlait à l'appréhension dans chaque pas que Claire faisait. Ce qui avait commencé comme une idée vague de réponse silencieuse à une humiliation se transformait à présent en un véritable projet de reconstruction. Mais tout allait contre elle. Le temps compté, les ressources limitées, l'isolement dans lequel elle s'était volontairement enfermée depuis des années. Rien ne garantissait que cette entreprise aboutirait. Pourtant Claire avançait, portée par une force qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Anaïs, fidèle à sa promesse, l'avait reçue sans jugement, avec une spontanéité étonnante pour quelqu'un qui gravitait désormais dans des cercles très différents. Elle dirigeait sa propre maison de couture, spécialisée dans les tenues de soirée sur mesure pour une clientèle exigeante. Actrice, journaliste, femme politique. L'atelier était situé dans une ancienne usine reconvertie, un espace baigné de lumière naturelle où les matières nobles côtoyaient les machines à coudre industrielles. Anaïs régnait sur l'endroit avec une énergie électrique. Elle était vive, drôle, directe, et n'avait rien perdu de son franc-parler. Claire, d'abord un peu intimidée, retrouva vite une aisance qu'elle ne pensait plus posséder. Le premier jour, elles passèrent plusieurs heures à discuter. Anaïs voulait comprendre ce que Claire attendait vraiment de cette soirée. Ce n'était pas seulement une question de beauté ou de revanche. Claire l'exprima avec des mots simples mais clairs. Elle voulait être vue telle qu'elle était vraiment, pour une fois, sans les filtres de l'uniforme de domestique ou les jugements hâtifs fondés sur son silence. Elle ne cherchait pas la provocation, mais la vérité. Elle voulait traverser cette salle avec la tête haute, sans que personne ne puisse la réduire à une caricature. Anaïs comprit immédiatement, et elle s'engagea à l'aider, pleinement. Mais les obstacles s'accumulèrent dès le deuxième jour. Anaïs disposait de peu de temps. En pleine préparation de la collection d'hiver, elle jonglait déjà avec des délais intenables. De plus, les matériaux qu'elle voulait utiliser pour Claire n'étaient pas tous disponibles sur place. Certaines pièces de tissu devaient venir de fournisseurs spécifiques, et les délais de livraison s'étiraient en raison des fêtes de fin d'année. Chaque choix de coupe, chaque détail du patron devait être pensé pour magnifier Claire sans l'alourdir, pour évoquer la sophistication sans ostentation. Cela exigeait une précision chirurgicale et une capacité d'adaptation constante. En parallèle, Claire devait se confronter à un autre type de défi, elle-même. Des années à se rendre invisible l'avaient laissée avec une image d'elle floue, presque effacée. Elle ne savait plus marcher avec assurance dans une pièce pleine d'yeux. Elle ne savait plus quoi faire de ses mains quand on la regardait. Elle avait perdu l'habitude de croiser les regards sans se sentir de trop. Anaïs le comprit très vite et proposa une solution inattendue. Une amie à elle, Camille, travaillait depuis 10 ans dans le protocole international. Elle formait des diplomates, des attachés culturels, des hôtesses pour les sommets d'État. Anaïs l'invita à se joindre au projet. Camille, la cinquantaine élégante, mince, au port altier, s'imposa dans le quotidien de Claire avec une fermeté bienveillante. Elle ne ménagea pas les critiques, mais ne laissa jamais place au découragement. Chaque jour, après le travail, Claire se rendait à l'atelier pour les essais de robes, puis passait 2 heures avec Camille à travailler la démarche, la posture, les expressions. Elle apprit à corriger la position de son menton, à ralentir son rythme de marche, à poser son regard comme une arme douce mais redoutable.
Camille répétait sans cesse que la prestance n'était pas affaire de vêtements, mais de conscience de soi. Claire écoutait, absorbait, répétait. Physiquement, les premiers changements furent visibles dès le 3e jour. Les épaules moins voûtées, les gestes plus fluides, une manière nouvelle d'occuper l'espace. Psychologiquement, c'était plus complexe. Les vieilles blessures remontaient. À chaque compliment, à chaque encouragement, elle sentait en elle une résistance, une voix ancienne qui murmurait que ce n'était pas pour elle, qu'elle n'était pas légitime. Elle se battait contre ces ombres-là, invisibles mais profondément ancrées. Un soir, après un essayage particulièrement éprouvant, elle s'assit à l'écart dans l'atelier, les mains tremblantes. Anaïs la rejoignit, s'accroupit à côté d'elle et dit doucement « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à personne, Claire. Tu es déjà entière. Ce qu'on fait ici, c'est juste te donner une armure, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour que personne n'ose te dire que tu n'as pas ta place. » Cette phrase resta gravée dans son esprit. Elle comprit alors que le vrai défi n'était pas la robe, ni la fête, ni même Laurent. Le vrai combat se déroulait à l'intérieur, entre celle qu'elle était devenue par nécessité et celle qu'elle avait été avant le chaos. La réconciliation de ces deux femmes ne se ferait pas en une semaine, mais ce moment, ce projet, était un premier pas. Chaque jour passé dans l'atelier ajoutait une couche de force à cette mue silencieuse. Les essayages avançaient. Le tissu choisi, un satin de soie ivoire doublé d'organza, épousait sa silhouette sans l'étouffer. La coupe, sobre mais d'une précision absolue, révélait la nuque, soulignait la taille, laissait deviner sans jamais exhiber. Aucun bijou ne serait nécessaire. Le port, la matière, la lumière feraient le reste. Anaïs travaillait avec une intensité fébrile, consciente de l'enjeu émotionnel autant qu'esthétique. Camille, de son côté, poussait Claire plus loin. Elle l'entraînait à répondre aux banalités mondaines avec assurance, à esquiver les remarques perfides sans perdre la face, à poser une main sur un verre comme si chaque geste comptait. Tout devenait langage, tout devenait message. Claire apprenait à se mouvoir dans un monde qui, jusqu'ici, l'avait ignorée. Mais la pression montait, chaque minute comptait, et au fond d'elle, Claire savait que même avec tous ses efforts, elle serait attendue au tournant. Elle ne pouvait pas se permettre une erreur, un tremblement, une hésitation. Elle ne cherchait pas à être admirée, elle cherchait à être respectée, à faire comprendre sans un mot que rien ne justifiait d'être rabaissé, jamais. Pas pour son métier, pas pour son silence, pas pour son apparence. À la fin de la semaine, alors qu'il restait seulement 2 jours avant le gala, Claire regarda son reflet dans un miroir de l'atelier. Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas une survivante mais une femme debout. Elle ne se sentait pas prête, elle ne le serait peut-être jamais, mais elle était là, et cela déjà changeait tout. À 2 jours de la grande réception, alors que l'atelier bourdonnait d'une énergie fébrile, Claire sentait un changement s'opérer dans son rapport au monde qui l'entourait. Depuis une semaine, elle travaillait son corps, sa démarche, sa façon de se tenir et même la manière de respirer. Les gestes qu'elle avait appris, les regards qu'elle avait appris à soutenir, les silences qu'elle avait compris comment manier, tout cela formait une nouvelle forme de langage qu'elle s'appropriait sans chercher à l'imiter. Pourtant, malgré les progrès visibles, elle portait encore en elle une prudence tenace, comme si quelque chose d'invisible l'empêchait de se projeter pleinement dans ce qu'elle préparait. Ce sentiment devint plus clair ce matin-là, alors qu'elle était revenue à la résidence Beauchamp pour une tâche de routine. Elle avait été chargée par le majordome de vérifier la vaisselle en porcelaine réservée à l'événement. Dans la grande salle à manger, elle inspectait les coffrets empilés dans une armoire ancienne lorsque, en ouvrant un tiroir par erreur, elle découvrit un dossier qu'elle ne chercha pas à lire, mais dont la couverture attira son regard. Un nom griffonné à la main, une date récente. Intriguée, elle referma prudemment le tiroir sans toucher au document. Cependant, ce détail anodin éveilla en elle une série de soupçons qu'elle n'avait pas formulés jusqu'alors. De retour à l'atelier, elle en parla à Anaïs presque en confidence, cherchant plus à comprendre qu'à accuser. Anaïs haussa les épaules d'un air fataliste. Elle semblait peu surprise. C'est à ce moment-là qu'elle confia à Claire une vérité qu'elle avait apprise bien avant de devenir créatrice. Ces fêtes mondaines n'étaient jamais des rencontres désintéressées. Tout y était calculé, mesuré, mis en scène, même les gens. Elle expliqua que Laurent Beauchamp
n'avait pas été le premier à utiliser des femmes comme accessoires dans ces événements. Dans son monde, beaucoup d'hommes influents invitèrent des femmes simplement pour projeter une image, pour attirer l'attention, pour dominer l'espace par la rareté ou la provocation. L'élégance devenait outil de contrôle, et le paraître, une forme de pouvoir. Claire resta longtemps silencieuse après ces paroles. Ce qu'elle avait perçu comme une humiliation personnelle s'inscrivait désormais dans une mécanique plus large, plus cynique encore. Elle n'était pas la première à être instrumentalisée. Elle n'était qu'une figure de plus dans un théâtre bien rodé, où chaque détail servait à construire une hiérarchie de regards et de silences. Cette découverte ne l'affaiblit pas. Au contraire, elle renforça sa volonté de faire face à cette soirée, non pas comme une victime sur le point d'être exposée, mais comme une actrice consciente de son rôle, décidée à reprendre la main sur le récit que les autres tentaient d'écrire à sa place. Elle demanda alors à Anaïs plus d'informations. Cette dernière, d'abord hésitante, finit par admettre qu'elle avait déjà croisé Claire, sans que cette dernière s'en rende compte, lors d'un gala similaire organisé 2 ans plus tôt. Elle y accompagnait une cliente et avait vu Laurent avec une autre femme, plus jeune, habillée d'une manière tape à l'œil, à peine regardée, à peine saluée. Elle se souvenait du malaise ambiant, des regards fuyants, des commentaires murmurés. Cette femme avait quitté la fête avant minuit. Certains prétendaient qu'elle s'était enfermée dans les toilettes en larmes. Personne ne lui avait demandé si elle allait bien. Personne ne l'avait rappelé. Claire comprit alors que sa présence à la fête n'était pas seulement une plaisanterie d'un homme arrogant. C'était un rite cruel, une habitude déguisée en audace. Cela ne rendait pas la situation plus facile, mais cela changeait l'enjeu. Elle ne serait pas une femme de plus à être utilisée puis oubliée. Elle ne se contenterait pas de paraître belle ou élégante. Elle exigerait sans un mot le respect qu'elle n'avait jamais cessé de mériter. Cette détermination nouvelle l'amena à demander à Camille de modifier légèrement le programme de formation prévu. Elle ne voulait pas seulement apprendre à se tenir. Elle voulait comprendre comment détourner l'attention quand elle devenait pesante, comment contrôler une conversation sans l'interrompre, comment ancrer son corps dans l'espace de manière à ce qu'on ne puisse l'ignorer sans se sentir déstabilisé. Camille accepta avec sérieux, impressionnée par la clarté des intentions de Claire. Elle ajusta les séances pour inclure des exercices de contrôle du tempo, des stratégies de désarmement verbal et des simulations de conversation tendues. Claire y mit la même discipline qu'elle avait toujours mise dans son travail. Elle absorbait, répétait, corrigeait. Pendant ce temps, Anaïs progressait sur la robe. Le tissu avait été livré in extremis et la coupe définitive fut ajustée au millimètre près. Le modèle retenu, inspiré de la haute couture parisienne des années 50, mettait l'accent sur la dignité plus que sur la séduction. Une robe longue, sans éclat criard, aux lignes épurées, dont la sobriété même devenait un manifeste. Aucun accessoire superflu, aucun talon exagéré. Claire devait briller par sa présence, non par l'artifice. Le dernier essayage, réalisé à huis clos, fut un moment suspendu. Claire, vêtue de la robe, entra dans la pièce éclairée d'une lumière douce. Anaïs et Camille se turent instantanément. Ce qu'elles virent n'était pas une simple transformation esthétique, c'était une affirmation. Claire ne ressemblait pas à une autre version d'elle-même. Elle ne jouait pas un rôle. Elle révélait quelque chose de profondément ancré, longtemps dissimulé. Une élégance qui n'avait jamais été cultivée pour plaire, mais qui émanait naturellement de sa retenue, de sa lucidité, de sa maîtrise silencieuse. Elles ne dirent presque rien ce soir-là. Camille, en rangeant ses affaires, déclara simplement que Claire était prête. Anaïs, elle, resta à contempler le reflet dans le miroir, les bras croisés, un sourire discret sur les lèvres. Claire, en se regardant elle-même, ne vit ni une revanche ni un défi. Elle vit un retour, non pas à ce qu'elle avait été, mais à ce qu'elle avait choisi de redevenir. Pas pour plaire, pas pour choquer, mais pour exister, pleinement. L'avant-veille de la fête, alors que la tension montait dans toute l'organisation, Claire continua de travailler normalement à la résidence Beauchamp. Officiellement, rien n'avait changé. Elle faisait partie du personnel, affectée à certaines tâches logistiques internes, comme vérifier l'argenterie, superviser les livraisons de décoration, ou encore coordonner discrètement avec les traiteurs qui installaient leur matériel. Officieusement, tout en elle était déjà ailleurs, tournée vers le moment décisif qui approchait. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la découverte qui allait donner une nouvelle dimension à toute cette histoire. Cela se produisit en fin de journée,
alors qu'elle terminait un inventaire dans une pièce rarement utilisée du rez-de-chaussée. Il s'agissait d'un ancien bureau secondaire, transformé depuis en local de stockage pour les archives de l'entreprise. On lui avait demandé d'y retrouver des cartons de verre numérotés. En fouillant parmi les étagères poussiéreuses, elle tomba sur une pile de dossiers informatiques laissés ouverts sur un petit bureau. L'écran encore allumé affichait une feuille de calcul, avec des colonnes colorées et des noms familiers. Elle n'avait pas l'intention de fouiller, mais quelque chose attira son regard. Son propre prénom y figurait, en majuscules. Poussée par une intuition glaçante, elle s'approcha de l'ordinateur. Le document était une liste informelle, sans logo officiel, ni signature, mais son contenu était limpide. Il s'agissait d'un tableau de paris interne. Les employés avaient manifestement organisé une sorte de concours officieux autour de la fête annuelle. Parmi les lignes, combien de temps l'accompagnante de Laurent tiendra avant de quitter la soirée? Combien de verres avant qu'elle disparaisse? Va-t-elle pleurer? Chaque entrée était suivie de mises, de montants en euros et de commentaires anonymes. Le choc fut immédiat. La moquerie de Laurent, qu'elle croyait être le sommet de l'humiliation, n'était que la surface d'un mépris plus large, plus insidieux, partagé par plusieurs employés, y compris certains qu'elle croisait tous les jours. Son prénom était là, exposé, entouré de plaisanteries sordides. Elle ne sut d'abord quoi penser. Sa première réaction fut physique, nausée, tremblement. Puis, très vite, quelque chose de plus dense prit place en elle. Une colère froide, silencieuse, structurée. Elle referma doucement le fichier, éteignit l'écran et quitta la pièce sans faire de bruit. Elle savait que confronter directement l'un des responsables ne servirait à rien. Le ridicule social auquel elle était promise était non seulement toléré, mais orchestré. Et cela, plus que tout, confirmait l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ce n'était plus seulement une affaire d'apparence ou de réponse symbolique. Il s'agissait de reprendre le contrôle d'une narration que d'autres avaient décidé de tourner contre elle. Ce soir-là, à l'atelier, elle arriva tendue, mais déterminée. Elle ne dit rien au début, s'apprêtant à reprendre les exercices de Camille. Anaïs la regarda un instant, puis lui demanda si quelque chose n'allait pas. Claire resta silencieuse un moment, puis raconta tout. La découverte, les commentaires, la feuille de Paris, son nom affiché comme celui d'un personnage de fiction dans une farce sinistre. Anaïs ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit, le regard fixe, puis, dans un geste sec, se leva et déclara que ce qu'ils allaient faire dépasserait désormais toute idée de préparation ou d'esthétique. Elle n'aiderait pas Claire simplement à bien paraître. Elle allait l'aider à déconstruire cette pièce de théâtre misogyne, à briser, sans un mot, les codes établis par des hommes convaincus que le monde leur appartient. Anaïs mobilisa immédiatement ses équipes internes. 2 couturières, une maquilleuse professionnelle et un coiffeur spécialisé furent appelés. Il n'était plus question de faire une robe élégante dans un coin d'atelier. L'objectif devint une déclaration de style, un manifeste silencieux. La robe fut ajustée pour incorporer un jeu subtil de lignes asymétriques, une métaphore visuelle de l'équilibre instable dans lequel Claire avait été jetée. Les tissus choisis, jusqu'alors sobres, furent complétés par une doublure intérieure brodée à la main, invisible au regard mais présente, comme un secret que seule elle connaîtrait. Une inscription y fut cousue en fil d'or pâle. « On ne m'efface pas ». Pendant que l'équipe s'activait, Camille intensifia les séances. Elle fit répéter à Claire des situations de tension sociale. Comment réagir face à un compliment déguisé? Comment ignorer une provocation sans perdre sa contenance? Comment quitter une conversation sans se faire piéger par les faux semblants? Chaque réponse était travaillée, calibrée pour frapper par son calme, sa clarté, sa dignité. Claire devenait, par cet entraînement, une version d'elle-même qu'elle avait toujours portée en silence, mais qui n'avait jamais eu l'espace pour s'exprimer. Un soir, à la fin d'une session particulièrement longue, Camille lui dit « Ce que tu vas faire, c'est renverser une scène sans élever la voix. Tu n'as pas besoin de hurler, tu n'as besoin de personne pour valider ta présence. Tu vas entrer là-bas et leur renvoyer leur regard. C'est eux qui devront se justifier. » Claire comprit alors que le vrai pouvoir ne venait pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on refuse de céder. Elle n'allait pas répondre à leurs paris par un affrontement direct. Elle allait les réduire au silence par sa seule tenue, sa démarche, son calme. Ce n'était pas un jeu, c'était une reprise de territoire, et chaque personne qui la verrait ce soir-là devrait faire face à ses propres préjugés. Lorsque le dernier essayage fut terminé,
et que les retouches finales furent effectuées, l'équipe au complet resta silencieuse. Anaïs observa Claire dans le miroir. Camille hocha doucement la tête. Le silence qui régnait n'était pas celui du doute, mais celui d'un respect profond. Claire ne ressemblait pas à un modèle. Elle ressemblait à une femme qui entre dans un lieu où elle n'a jamais été invitée pour y établir sa place, sans permission ni excuse. Il restait un jour avant la fête, un jour pour respirer, un jour pour se préparer non à briller, mais à exister sans honte, sans peur, sans se plier. Claire ne cherchait plus à surprendre. Elle ne cherchait plus à être autre chose que ce qu'elle était, une femme entière, forgée par les pertes, la solitude, le devoir, mais jamais brisée. Et ce qu'ils allaient voir, ce n'était pas une revanche, c'était un rappel, que même ceux qu'on croit invisibles regardent, comprennent et choisissent le moment exact où ils ne joueront plus le rôle qu'on leur assigne. Le matin du jour précédant la fête, Claire se leva avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi, mais la fatigue n'avait plus d'emprise sur elle. Son esprit était trop occupé, trop éveillé. Chaque geste qu'elle posait semblait avoir un poids particulier. Le café qu'elle versait dans sa tasse, le manteau qu'elle enfilait, la porte qu'elle referma derrière elle. Ce jour-là, rien ne devait être laissé au hasard. Elle n'allait pas seulement porter une robe de créatrice, ni simplement traverser une salle prestigieuse. Elle allait affronter une scène où chaque regard, chaque murmure, chaque silence serait une épreuve à surmonter. Et elle avait décidé que sa présence serait la réponse la plus puissante à l'humiliation qu'on avait tenté de lui imposer. À l'atelier, l'agitation était contrôlée mais palpable. Anaïs avait réuni son équipe dès 8 heures. La robe était prête, mais chaque détail devait être revérifié. Le tombé du tissu, la symétrie des coutures, la tenue des broderies intérieures, tout fut scruté avec une rigueur maniaque. Anaïs elle-même ne cessait d'ajuster des micro-détails à la main. La robe n'était plus seulement un vêtement, elle était devenue un symbole. Elle portait la mémoire de ce que Claire avait été contrainte de taire, l'empreinte d'un passé relégué à l'ombre et la promesse d'une affirmation à venir. Rien ne devait trahir cette intention. Pendant que la robe subissait sa dernière inspection, Claire était avec Camille, dans une pièce séparée, transformée pour l'occasion en salle d'entraînement intensif. Elle reprenait les derniers éléments de langage corporel, les scénarios possibles à anticiper, les commentaires déguisés, les regards insistants, les tentatives de discrédit social voilées sous des sourires polis. Camille insistait sur la nécessité d'utiliser le silence comme outil de puissance. Elle lui répétait que dans ce genre d'événement, l'essentiel ne se disait jamais. Tout passait par l'attitude, la respiration, la stabilité du regard. Elle travaillait en la posture d'entrée. Claire devait descendre d'un véhicule sans précipitation, poser le pied au sol avec assurance, tenir son sac comme un élément de sa silhouette, marcher à un rythme régulier sans donner l'impression d'avancer ou de reculer. Camille lui fit répéter cette séquence des dizaines de fois, jusqu'à ce que le mouvement devienne organique. Ensuite, elles enchaînèrent avec des dialogues simulés. Camille jouait le rôle d'invité cynique, de journaliste curieux, d'adversaire voilé. Claire apprenait à répondre par la retenue, par l'élégance de la distance, par une clarté sans agressivité. Pendant les pauses, Anaïs rejoignait les séances. Elle observait en silence, parfois opinait du chef, parfois proposait une nuance. Elle formait à elles trois un cercle restreint, uni par une mission tacite, déjouer une mise en scène hostile sans jamais y répondre frontalement. C'était un travail d'orfèvre, une stratégie à la fois intime et sociale, un acte de résistance sans effusion, mais dont la puissance résidait justement dans cette retenue maîtrisée. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait lentement sur la ville, elles passèrent aux derniers préparatifs logistiques. Le véhicule qui emmènerait Claire jusqu'au palais de la Bourse fut choisi avec soin. Ni limousine ostentatoire, ni voiture luxueuse de location. Il s'agissait d'une berline sobre, élégante, mais discrète, conduite par une connaissance d'Anaïs, habituée à gérer les arrivées lors d'événements officiels. L'objectif était clair. Claire devait apparaître hors des codes attendus. Pas comme une compagne exhibée, ni comme une domestique à qui on aurait offert un moment de gloire, mais comme une entité à part entière, venue pour exister, et non pour décorer. Ensuite vint la question des accessoires. Claire refusa tout bijou clinquant. Elle opta pour une paire de boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait laissées,
simples et chargées de sens. Pas de collier, pas de bracelet. Les cheveux seraient relevés, mais sans sophistication excessive. Un chignon bas inspiré des danseuses, retenu par une épingle ancienne. Le maquillage fut pensé pour accentuer son regard sans en altérer la nature. Anaïs confia cette tâche à une maquilleuse habituée au défilé, qui travailla en silence comme si elle comprenait l'importance du moment. Chaque trait, chaque nuance visait à révéler Claire, et non à la transformer. La robe fut enfilée en toute fin de journée, lorsque tout le reste fut prêt. Dans la lumière artificielle de l'atelier, Claire se tint droite face au miroir, tandis que Camille et Anaïs l'observaient sans un mot. Ce qu'elle voyait n'était pas une femme déguisée en autre chose. C'était une femme qui, pour la première fois depuis des années, refusait d'être réduite à une fonction, à un rôle, à une catégorie. Claire n'avait pas besoin de dire qu'elle était prête. Cela se voyait. Cela s'imposait. Avant de quitter l'atelier, Anaïs remit à Claire une enveloppe. À l'intérieur, une carte manuscrite, sobre, sur laquelle elle avait inscrit une phrase qu'elle s'était dite un soir, à voix basse. « Ce n'est pas la robe qui fait la femme. C'est la femme qui donne sens à la robe. » Claire la lut, la rangea dans sa poche intérieure et remercia Anaïs d'un regard lourd de reconnaissance. Il n'y avait plus rien à ajouter. Camille, de son côté, lui rappela une dernière fois « Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être là. Tout le reste se fera de lui-même. » Ce soir-là, Claire rentra chez elle seule. Elle refusa qu'on la raccompagne. Elle avait besoin de silence, de solitude. Une dernière nuit avant l'épreuve. Elle prit un bain long, mangea peu, éteignit son téléphone. Elle relut quelques pages de son ancien carnet de croquis, regarda un instant une photo d'elle plus jeune, en uniforme de l'Institut de mode, les cheveux courts, les yeux brillants d'espoir. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle se contenta de poser la photo à côté de la table, comme pour dire à cette jeune fille qu'elle ne l'avait pas oubliée. Elle se coucha tôt, le cœur apaisé. Le plus dur avait déjà été fait. Demain, elle entrerait dans un monde où elle n'avait jamais été la bienvenue. Et elle y entrerait comme si elle en avait toujours fait partie. Parce que désormais, rien ni personne ne pouvait plus lui ôter la conscience de sa propre valeur. Et cette valeur, elle la porterait sur elle, dans sa robe, dans ses gestes, dans son regard, pas comme une vengeance, mais comme une vérité qu'aucune moquerie ne pourrait plus effacer. Le soir du gala arriva avec une précision implacable, comme un rendez-vous que rien ne pouvait retarder. La ville de Lyon, éclairée par des milliers de lumières hivernales, vibrait d'une agitation contenue. Les rues du centre historique étaient partiellement bloquées pour permettre l'accès au palais de la Bourse, où les convives les plus influents du pays se réunissaient. Dès 19 heures, des berlines noires, des voitures officielles et quelques limousines déversaient un flot ininterrompu d'invités vêtus de tenues somptueuses. Les journalistes, postés près des barrières, commentaient en direct les arrivées, reconnaissant les visages des magnates de l'industrie, des ministres, des figures médiatiques. Le tout se déroulait dans une ambiance de faste assumée, où l'apparence dominait sans honte. Laurent Beauchamp était déjà sur place. Il avait pris soin d'arriver avant les autres, pour recevoir personnellement quelques invités étrangers de marque. Dans son costume noir, parfaitement ajusté, il saluait, souriait, buvait des phrases polies et vides, avec l'assurance mécanique de ceux qui ont fait du pouvoir une routine. Mais derrière cette façade, un détail le perturbait. Claire n'était pas encore arrivée. Et même s'il n'osait l'avouer, il commençait à se demander si elle allait vraiment venir. Il l'avait invitée sans penser qu'elle accepterait. Il avait imaginé une scène comique, peut-être même une fuite de dernière minute. Il avait anticipé une gêne, un malaise, qu'il pourrait ensuite transformer en anecdote privée. Mais à cette heure-là, rien ne s'était encore produit, et cela le rendait nerveux sans qu'il sache vraiment pourquoi. À l'extérieur, une voiture discrète s'arrêta à bonne distance de l'entrée. Il ne s'agissait pas d'un véhicule tape à l'œil, mais d'un modèle sobre, élégant, sans marque apparente de luxe excessif. Le chauffeur sortit, ouvrit la portière avec un calme mesuré. Claire en descendit. Elle posa le pied au sol avec une précision parfaite, se redressa et marcha vers l'entrée sans se presser. Autour d'elle, les bruits de conversation diminuèrent légèrement, comme un phénomène naturel. Les regards se tournèrent. Un instant de flottement suspendu. Elle portait la robe conçue par Anaïs avec un équilibre saisissant entre retenue et majesté. Le tissu, d'un ivoire profond, captait la lumière sans jamais l'éblouir. La coupe révélait sa silhouette avec pudeur,
chaque ligne affirmant une force tranquille. Ses cheveux relevés dégageaient sa nuque, son regard droit ne fuyait rien ni personne. Elle ne souriait pas excessivement, ne cherchait pas à attirer l'attention. Et pourtant, chaque personne présente semblait incapable de détourner les yeux. Les premières réactions furent silencieuses. Un murmure discret parcourut les groupes rassemblés près de l'entrée. Certains invités se demandèrent qui elle était, d'où elle venait. Une femme, légèrement en retrait, crut reconnaître le style d'Anaïs Morel et murmura son nom. D'autres, qui connaissaient Claire uniquement en tant qu'employée de maison, ne purent cacher leur étonnement. Les plus cyniques hésitaient entre la moquerie et l'admiration confuse. Car ce qui frappait n'était pas seulement sa beauté, c'était la cohérence absolue de sa présence. Laurent, alerté par un assistant, se tourna vers l'entrée. Il la vit, et ce qu'il ressentit, à cet instant précis, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait prévu. Il resta figé, incapable de bouger ou de formuler une pensée claire. Ce n'était pas de la colère, ni de la peur. C'était quelque chose de plus sourd, de plus désarmant, une perte de contrôle. Il l'avait invitée pour se jouer d'elle, mais c'était lui qui, maintenant, ne savait plus où se placer. Claire avançait dans la salle comme si elle l'avait toujours connue, comme si chaque pas lui rendait une partie de ce qu'on lui avait pris. Elle ne chercha pas Laurent du regard, elle ne chercha personne. Elle entra comme entre dans un espace neutre, sans dette ni permission à demander. Sa présence effaçait la hiérarchie habituelle. Les sourires figés des habitués perdirent leur superbe. Les conversations mondaines reprirent, mais avec une teinte de perplexité. On ne savait plus s'il fallait l'ignorer, l'approcher ou simplement l'observer. Un serveur lui proposa une coupe de champagne. Elle accepta, remercia d'un ton calme. Elle marcha ensuite lentement vers l'un des salons annexes où les invités se regroupaient autour d'un pianiste. Quelques visages se tournèrent. Des femmes la regardèrent en silence, cherchant à comprendre si elle faisait partie du monde de la mode, de la politique ou de la diplomatie. Personne ne parvenait à la classer, et cela troubla les repères habituels de ce genre de soirée. Elle n'était pas identifiée, donc elle devenait intrigante. Elle n'était pas étiquetée, donc elle devenait dérangeante. Laurent finit par s'approcher, poussé autant par la curiosité que par le besoin de reprendre le contrôle de la situation. Il s'immobilisa à quelques pas d'elle, comme s'il hésitait à engager la conversation. Claire le vit mais ne bougea pas. Il dut faire l'effort de venir jusqu'à elle, de formuler les premiers mots. « Tu es venu » murmura-t-il, visiblement déstabilisé. Claire le regarda sans ironie ni agressivité. Sa voix, lorsqu'elle répondit, fut posée, claire, sans fausse modestie. « C'est ce que tu voulais, non ?» Laurent resta sans voix un instant. Il s'attendait à un ton plus soumis, plus hésitant. Il ne reconnaissait pas cette assurance. Il tenta un sourire qui ne convainquit personne. « Tu es différente ce soir. Je suis simplement moi-même, pour une fois sans uniforme, sans ordre à exécuter. » Elle tourna légèrement la tête, comme pour observer les autres invités. Le geste n'avait rien de brusque, mais il signifiait clairement qu'elle ne se plaçait pas sous son regard. Elle n'attendait rien de lui. Et cette posture, si calme, fit vaciller Laurent bien plus qu'un éclat de colère. Il bredouilla quelques mots supplémentaires, puis s'éloigna sous prétexte d'aller saluer un associé. Claire resta là, seule, mais jamais isolée. Car autour d'elle, un mouvement s'opérait. Des regards, d'abord prudents, devenaient insistants. Des conversations s'arrêtaient dès qu'elle passait. Son image se propageait déjà dans l'espace, comme une énigme qu'on cherche à résoudre. Plus loin, un photographe de presse crut reconnaître la styliste à l'origine de la robe. Il se rapprocha discrètement, prit quelques clichés. Il nota les réactions autour d'elle, cette tension douce mais réelle. Quelque chose se passait. Il en était certain. Il ne savait pas encore quoi, mais il sentait qu'il tenait un début d'histoire. Pendant ce temps, Claire, sans le savoir, devenait le centre d'un cercle d'attention qu'elle n'avait ni cherché ni fui. Et dans ce silence apparent, dans cette salle immense peuplée de gens puissants, elle venait d'imposer une vérité simple. La dignité, quand elle est pleinement assumée, ne demande ni explication, ni justification. Elle se suffit à elle-même. Et ce soir-là, dans l'un des lieux les plus surveillés du pays, cette dignité portait un nom. Claire Dufresne. À l'intérieur du palais de la Bourse, les conversations poursuivaient leur course effervescente, animées par les jeux d'alliance, les compliments stratégiques, les négociations feutrées que seules les grandes fêtes de ce genre permettent. Pourtant, un fil invisible semblait relier les esprits, circuler de bouche en bouche,
se transmettre dans les regards furtifs. Ce fil, c'était elle, Claire Dufresne. Sa présence, si inattendue, si magistralement orchestrée sans ostentation, avait semé une forme d'inconfort feutré parmi ceux qui, en temps normal, maîtrisaient chaque interaction. Elle ne souriait pas trop, ne parlait pas trop fort, n'allait vers personne, et pourtant tous semblaient tourner vers elle. Une journaliste de mode, invitée par l'un des sponsors de l'événement, observait Claire depuis un moment. D'abord par simple curiosité stylistique, puis avec un intérêt plus professionnel. Le style de la robe, la finesse des finitions, les plis subtils au bas de la jupe, la structure du corsage, tout portait la signature d'une main sûre, experte, dont elle croyait reconnaître le style. Elle s'approcha discrètement et observa plus attentivement. Il ne lui fallut que quelques secondes pour faire le lien. Anaïs Morel. Elle en était presque certaine. Or, si une robe d'Anaïs se trouvait sur le dos d'une femme non répertoriée parmi les célébrités ou les clientes connues, cela devenait intéressant. Elle fit quelques recherches rapides sur son téléphone, dans les bases de données d'événements antérieurs et dans son propre carnet de notes numériques. Rien. Aucune trace de Claire Dufresne dans les archives mondaines. Intriguée, elle décida de s'approcher et de l'aborder, sans se présenter tout de suite comme journaliste. « Bonsoir. Votre robe est remarquable. Puis-je vous demander qui l'a dessinée ?» Claire la regarda, posa doucement sa coupe sur un plateau qu'un serveur faisait passer et répondit calmement « Une amie de longue date, Anaïs Morel. » Le nom tomba comme une goutte d'eau sur une surface chauffée à blanc. La journaliste acquiesça, un sourire en coin. Elle n'en dit pas plus, la remercia d'un hochement de tête, puis s'éloigna avec la conviction qu'elle tenait là une singularité à creuser. Elle retourna vers ses collègues installés à une table proche, les informa de ce qu'elle venait de découvrir, et une discussion discrète mais vive s'ensuivit. Claire venait d'entrer dans la ligne de mire d'un groupe habitué à flairer les récits sous les apparences. Plus loin, un autre invité, cette fois un homme d'affaires habitué des cercles politiques, s'approcha de Claire, certain de la connaître. Il l'observa avec insistance, fouilla dans sa mémoire. « Excusez-moi, vous étiez à Sciences Po ou bien à l'Institut français de la mode? Votre visage me semble familier. » Claire le regarda droit dans les yeux, sans hésitation. « J'ai étudié le design de mode, effectivement, mais ce n'est pas là que vous m'avez vu. » L'homme sourit, désarçonné, puis s'éloigna sans insister, incapable de dissimuler son trouble. Il se rendit compte que, malgré l'élégance de la réponse, il avait été doucement remis à sa place. Claire ne cherchait pas à s'insérer dans son réseau de référence. Elle le forçait à revoir ses certitudes. Laurent, qui observait la scène de loin, commençait à perdre patience. Il avait tenté d'ignorer l'agitation croissante autour de Claire, mais il sentait le glissement du pouvoir social. Les regards qui auparavant convergeaient toujours vers lui bifurquaient maintenant vers elle. Non pas par admiration gratuite, mais par besoin de comprendre, de situer, de décrypter. Et cela le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il n'avait pas anticipé que sa manœuvre sarcastique deviendrait un événement en soi, et encore moins que Claire s'en emparerait pour subvertir tous les codes sans même élever la voix. Dans un autre coin de la salle, un jeune reporter pigiste, mandaté pour couvrir l'événement pour un site spécialisé dans les coulisses des élites françaises, s'entretenait avec un assistant de production audiovisuelle qui filmait l'événement. Ce dernier mentionna, presque en riant, qu'il avait filmé une séquence étrange plus tôt, l'entrée d'une femme inconnue qui avait provoqué un silence général dans le hall. Intrigué, le journaliste lui demanda s'il pouvait visionner les images. Il les regarda à plusieurs reprises. Il y avait là quelque chose, une tension, un contraste. Il nota le nom de la styliste, chercha la fiche des invités, mais ne trouva aucun Claire Dufresne. Il posa quelques questions discrètes à des serveurs. L'un d'eux, visiblement mal à l'aise, finit par lâcher qu'elle travaillait habituellement dans la maison de Laurent Beauchamp. Le journaliste s'immobilisa. Il venait de trouver le cœur d'une histoire. Peu après, il rédigea une note sur son téléphone. Le titre provisoire, l'invité inattendu, quand la classe silencieuse renverse la scène. Il savait que pour publier quoi que ce soit, il lui faudrait des vérifications, des sources, mais son instinct lui soufflait que cette femme, inconnue du grand public, représentait quelque chose de plus grand qu'une simple anomalie vestimentaire dans une soirée mondaine. Elle représentait une fracture dans l'ordre établi, une brèche dans la façade trop lisse de la haute société. Pendant ce temps,
Claire continuait à se mouvoir avec une aisance parfaitement maîtrisée. Elle écoutait, parlait peu, et choisissait ses mots avec une précision affûtée. Chaque interaction renforçait sa présence. On ne la définissait plus par son passé, mais par ce qu'elle projetait à cet instant. Elle n'était plus la domestique invitée, mais cette femme, cette apparition, cet inconnu stylé, selon les murmures qui circulaient entre les tables. Un groupe de femmes plus âgées, issues du monde de l'art contemporain, l'invita à leur table. Elles lui posèrent des questions avec une curiosité sincère. Claire, sans jouer de rôle, répondit avec simplicité. Elle parla brièvement de ses études, de sa rupture avec le monde de la mode, de sa vie actuelle. Elle ne se posa jamais en victime. Elle décrivit les choix, les circonstances, le silence, la reprise en main. Et cela, plus que tout, impressionna celle qui l'écoutait. Une d'elles déclara « Vous avez la retenue des femmes qui savent ce que vaut leur parole. » Et cette phrase, prononcée sans condescendance, fit écho dans l'esprit de Claire. Au fil des heures, la soirée devenait de plus en plus favorable à Claire. Non pas parce qu'elle cherchait les projecteurs, mais parce qu'elle ne les refusait pas non plus. Elle ne fuyait pas l'attention, elle la redirigeait. Elle ne cherchait pas à se justifier, elle s'incarnait. Elle laissait les autres deviner, comprendre, projeter, et cela suffisait à bouleverser les codes. Laurent, de son côté, oscillait entre frustration et méfiance. Il sentait qu'un récit était en train de lui échapper. Pire, il avait offert, par son propre cynisme, la scène parfaite à celle qu'il croyait pouvoir ridiculiser. Et maintenant, il ne savait plus comment réagir sans paraître dérisoire. La vérité, lentement, prenait forme, pas dans les cris, ni dans les affrontements, mais dans les gestes mesurés, dans l'assurance silencieuse, dans les mots choisis avec soin. Claire n'avait pas besoin de raconter son histoire. Les autres commençaient à la deviner. Et ce récit, une fois lancé, ne pouvait plus être arrêté. La soirée avançait, et la tension montait en sourdine dans les couloirs dorés du palais de la Bourse. L'apparente élégance des échanges, les sourires trop parfaits et les toasts répétés ne suffisaient plus à masquer la réorganisation subtile des rapports de force. Les yeux qui, quelques heures plus tôt, s'étaient posés mécaniquement sur les figures habituelles du pouvoir, se détournaient de plus en plus vers Claire. Ce n'était pas un engouement bruyant, c'était une fascination froide, analytique, presque professionnelle, le genre de regard que l'on réserve à ce qui dérange l'ordre sans l'attaquer frontalement. Elle ne jouait pas le jeu, elle en changeait les règles. Ce renversement implicite ne tarda pas à créer un malaise grandissant chez Laurent Beauchamp. Il avait toujours su manipuler l'attention, occuper les espaces, imposer le ton. Mais ce soir, malgré sa prestance intacte, il sentait que le pouvoir lui échappait par des interstices qu'il n'avait pas prévus. Ce n'était pas seulement Claire, c'était la manière dont les gens la regardaient, c'était l'impossibilité de la placer dans une case rassurante. Elle n'était pas en posture d'invité, pas non plus en posture d'intrus. Elle occupait la salle comme un fait accompli, comme si sa présence n'avait pas besoin d'être validée. Après 2 heures d'efforts pour maintenir les apparences, Laurent finit par céder à une impulsion qui mêlait frustration, agacement et besoin de rétablir son autorité sociale. Il repéra Claire près d'un groupe de diplomates suisses, en pleine conversation avec une femme influente du secteur culturel. Il s'approcha, forçant légèrement son ton pour s'insérer dans l'échange. « J'espère que notre invité se plaît parmi nous », lança-t-il avec un sourire rigide. Claire se retourna vers lui sans ciller. La diplomate fit un pas de côté, laissant place à ce qui ressemblait de plus en plus à une scène de théâtre. Plusieurs convives tournèrent discrètement la tête vers eux. Les mots à venir allaient être entendus. Laurent, avec ce ton faussement complice qu'il utilisait si souvent, ajouta « J'ai toujours pensé qu'il fallait ouvrir nos portes à tous les talents, même les plus inattendus. » Un silence suivit. Quelques regards échangés. Claire, toujours droite, posa calmement son verre sur une table basse à côté d'elle. Son visage ne trahissait rien. Mais sa voix, lorsqu'elle parla, porta avec une netteté que personne ne s'attendait à entendre dans un contexte si codifié. Ce qui est inattendu, monsieur Beauchamp, ce n'est pas qu'une femme ayant étudié le design de mode participe à un événement où la forme est reine. Ce qu'il est, c'est que cela surprenne encore autant de gens. Un murmure discret traversa les quelques témoins de la scène. Claire ne haussait pas le ton. Elle ne cherchait pas l'affrontement, mais chaque mot touchait avec une précision désarmante. Laurent, piqué, tenta une réplique. « Je ne savais pas que le service de maison formait aussi à l'art oratoire. »
Claire se contenta d'un demi-sourire. Elle ne détourna pas les yeux. Elle répondit simplement « Le silence forme mieux que bien des écoles. Il oblige à écouter, à observer, à comprendre qui parle pour dire et qui parle pour se rassurer. » Le coup était porté, pas brutalement, pas de manière vindicative, mais avec une justesse telle que Laurent, pour la première fois, ne trouva pas immédiatement de réponse. Une caméra discrète, tenue par un jeune invité, avait commencé à enregistrer à partir de la première phrase de Claire. Il n'était pas journaliste, seulement intrigué par l'atmosphère. Ce qu'il filmait n'était pas une altercation. C'était une inversion du regard. Claire, sans agressivité, redéfinissait la place qu'on avait voulu lui imposer. Une femme plus âgée, présente à côté de la diplomate, glissa alors doucement. « Cette jeune femme a raison. Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'elle soit ici, c'est qu'on pense devoir justifier sa présence. » Laurent tenta de hausser les épaules, de lâcher une remarque ironique, mais le poids du moment était trop dense. Il recula d'un pas, salua rapidement et quitta le groupe sans se retourner. Ce qui venait de se passer ne pouvait plus être contrôlé. Le silence pesant laissa place à une série de conversations basses. Claire, quant à elle, ne fit aucun commentaire. Elle reprit son verre, salua les femmes présentes et se dirigea vers un autre groupe, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bien passé, et cela n'échappa pas au jeune invité qui avait filmé la scène. Il connaissait les réseaux sociaux, savait reconnaître un moment porteur. Avant minuit, la vidéo circulait déjà parmi quelques cercles fermés. Moins d'une heure plus tard, elle fut partagée par un influenceur engagé dans les questions de représentation sociale. En quelques heures, elle se propagea. Sur les images, on voyait une femme calme, digne, répondre à un homme visiblement mal à l'aise, dans un cadre où elle n'était censée être qu'un accessoire décoratif. La séquence devint un sujet de fascination. Des milliers de partages, des commentaires soulignant la posture, l'élocution, la maîtrise. Certains tentèrent de savoir qui elle était. D'autres s'indignaient qu'une telle scène puisse avoir lieu en 2025. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était l'admiration silencieuse pour cette femme qui, sans hausser la voix, avait fait vaciller un homme de pouvoir. Dans la salle, l'agitation retombait lentement. Claire ne savait pas encore que la scène avait été filmée. Elle n'avait pas agi pour être vue. Elle n'avait pas prémédité ses mots. Elle avait simplement parlé en vérité. Et cette vérité, dans un monde de faux-semblants, avait résonné plus fort que n'importe quel discours. Elle termina la soirée comme elle l'avait commencé, en contrôle, en retrait, mais jamais en retrait de soi. Elle salua ceux qui l'avaient abordée avec respect, déclina poliment les invitations à rester plus longtemps, puis quitta les lieux dans la même voiture qui l'avait conduite, sans fanfare. Le palais de la Bourse, lui, n'avait plus tout à fait la même atmosphère. Ce soir-là, elle avait prouvé que la véritable élégance n'était pas dans la robe qu'on porte, mais dans la manière dont on se tient quand on sait exactement qui l'on est. Et face à cela, même le cynisme le plus installé ne pouvait que reculer. Le lendemain de la fête, le monde feutré des cercles influents ne parlait plus que d'un visage étranger au luxe, d'une présence inattendue, celle de Claire Dufresne. Le petit film amateur, posté à minuit sur un compte d'influenceurs spécialisé dans les coulisses de la haute société, avait explosé en partage. En quelques heures, les notifications affluèrent, des messages admiratifs, des commentaires stupéfaits, des discussions en chaîne. Les mots revenaient sans cesse. Dignité, grâce, silence puissant. Ce n'était plus une simple question de style ou de scandale mondain. C'était devenu, pour beaucoup, une image porteuse de sens. Et cette image avait un nom. Des blogueuses de mode republièrent la vidéo en y ajoutant des légendes comme « Quand l'élégance révèle une vérité » ou « Une robe dit plus que 100 discours ». Plusieurs journalistes, certaines prêtes à porter, d'autres ancrés dans le milieu de l'art ou de la sociologie, commencèrent à s'interroger publiquement. Qui était cette femme? Comment une simple employée de maison avait-elle osé franchir les barrières invisibles de l'élite? Bientôt, des quotidiens régionaux et nationaux ouvrirent le sujet. L'un d'eux titra « L'invité inattendu, quand le silence d'une servante fait vaciller le vernis du pouvoir ». Un autre, dans un magazine de femmes, parla du « nouveau visage discret d'un féminisme élégant », soulignant l'impact de son silence assumé et de sa posture digne dans un univers dominé par l'exhibition superficielle. Les invitations affluèrent presque immédiatement. Des podcasts de société souhaitaient l'interroger, des revues de mode, des collectifs de femmes marginalisées,
des associations d'aide aux domestiques, toutes voulaient entendre son histoire. Certaines offraient même l'opportunité de témoigner dans des colloques sur les inégalités sociales ou l'émancipation par le vêtement. Pour la première fois depuis des années, Claire fut confrontée à l'attention publique. Mais au lieu de le vivre comme un piège, elle sentit que cette visibilité pouvait servir un objectif plus vaste que sa propre revanche. Elle pouvait devenir symbole, non d'une vengeance, mais d'un rééquilibrage silencieux de regard. Elle n'accepta pas immédiatement toutes les invitations. Elle prit le temps, consulta Anaïs et Camille, discuta longuement avec elles. Elles l'encouragèrent à choisir les opportunités qui lui semblaient les plus authentiques, celles qui ne transformeraient pas son histoire en un numéro médiatique vide. Pendant ce temps, dans les sphères de pouvoir de la Beauchamp Corporation, le malaise s'installa. Des associés de Laurent, rencontrant des messages anonymes après la soirée, plaintes à propos du traitement humiliant de certaines femmes, interrogations sur la responsabilité morale de l'entreprise, commencèrent à soulever des questions en coulisses. Certains évoquèrent la possibilité de mauvaise image publique, d'autres crurent bon d'interroger le conseil d'administration sur l'éthique interne. Bien sûr, rien n'était formel pour le moment, mais le doute s'était insinué, et cela suffisait. La fête de l'année, censée rayonner de luxe et d'indifférence, devenait un cas de conscience et de réputation. Laurent lui-même reçut des appels tard dans la nuit. Des voix neutres, polies, mais fermes, demandaient des explications. Pourquoi une employée de maison se retrouvait-elle au centre d'un débat national? Est-ce que l'entreprise cautionnait cela? Ou au contraire, le rejet tacite qu'on lui avait imposé révélerait-il un système d'humiliation institutionnalisé? Il répondit par une note de communication prétendument diplomatique. La soirée réunissait des invités variés et l'entreprise n'avait aucun contrôle sur le statut social des accompagnants. Mais ce message, lu et partagé sur plusieurs forums, provoqua un tollé. Beaucoup y virent une tentative maladroite de banaliser l'événement, un aveu implicite qu'il y avait eu manipulation et mépris. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, hashtags tels que # respect Claire, classe silencieuse, Beauchamp conscience commencèrent à circuler. Les journalistes référencèrent la note de l'entreprise comme un élément de l'histoire. Un aveu que la soirée et ses moqueries internes n'étaient pas une simple plaisanterie isolée, mais le symptôme d'une culture d'entreprise toxique. Pour Claire, l'impact fut autant intérieur qu'extérieur. Elle se retrouva soudain en position de force, mais aussi de vulnérabilité. L'attention apportait la reconnaissance de ses douleurs passées, le renoncement à ses études de mode, l'abandon de ses rêves, la vie sans nom dans l'ombre. Des anciens collègues de Paris, des camarades de promotion dont elle avait perdu la trace, prirent contact. Certains l'admiraient pour son courage, d'autres exprimaient un regret silencieux, se demandant pourquoi il n'avait pas soutenu son talent quand elle étudiait. Des propositions arrivèrent, discrètes, respectueuses, pour collaborer à des projets de mode inclusif, pour concevoir des capsules destinées à des femmes de conditions simples, mais à la recherche de dignité sous le regard des autres. Des collectifs l'invitèrent comme modèle vivant, une femme qui avait refusé d'être invisible et qui se levait sans fatalité. Malgré la peine liée à ce qu'elle avait renoncé, Claire sentit que tout cela pouvait servir à donner sens à ce qu'elle avait vécu. Elle accepta finalement une proposition, participer à un numéro spécial d'un magazine de mode engagé, destiné à valoriser la diversité sociale et le pouvoir discret de la sobriété. Ce fut l'occasion d'un premier témoignage public, sobre, sincère, où elle exprima non sa vengeance, mais son désir de réhabiliter la dignité par le vêtement, par la posture, par le calme. Ce témoignage provoqua un nouvel afflux de soutien. Des femmes anonymes, domestiques, caissières, infirmières, étudiantes, lui écrivirent pour dire qu'elles se reconnaissaient dans sa démarche, qu'elles avaient longtemps cherché une forme d'élégance qu'on leur refusait, non pas pour plaire, mais pour exister dans un monde qui les ignorait. D'autres lui demandèrent des conseils, des idées de coupe modeste mais digne, de posture de confiance, de façon de marcher sans s'effacer. Elle se retrouva, malgré elle, comme mentor symbolique d'un courant silencieux, celui de femmes de l'ombre qui refusent l'ombre. Pendant ce temps, chez Beauchamp Corporation, le conseil d'administration se réunit en urgence. On évoqua la possibilité de réévaluer les règles internes, d'interdire ce genre de mise en scène, d'imposer des codes plus respectueux, d'auditer les comportements des employés. Laurent, affaibli publiquement,
fut sommé de prendre position. Il tenta un mea culpa tardif, mal perçu à demi-mot sur les réseaux sociaux. Mais pour beaucoup, cela ne suffisait pas. La vidéo, le silence de Claire, son allure, tout avait déjà fait son œuvre. L'image de l'entreprise était écornée, non par un scandale financier, mais par l'éthique manquante. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit libre. Libre de décider de ce qu'elle voulait faire avec cette attention. Libre de reconstruire sa vie autour de son passé, sans honte, avec respect. Libre de transformer une blessure en une force collective. Elle passa la nuit dans une réflexion qu'elle n'avait plus osé mener depuis Paris, lorsqu'elle dessinait ses premiers modèles avec audace et naïveté. Elle pensa à sa mère, à son petit frère, à la promesse muette qu'elle avait faite de se battre pour eux. Elle pensa aux femmes anonymes qui, à l'aube comme elle, mettaient un pied devant l'autre sans espoir. Et elle se dit qu'elle ne serait plus jamais une ombre. Quand l'aube gris-bleu traversa les rideaux de sa chambre, elle posa ses mains sur la table, sentit la texture ancienne du bois froid et prit une décision. Elle accepterait l'invitation d'Anaïs pour concevoir une première mini-collection, une ligne dédiée aux femmes réelles, aux histoires invisibles, au silence éloquent. Elle travaillerait avec soin, pour eux, pour elle, pour toutes. Elle ne cherchait pas la mode comme luxe, mais comme voix. Une voix tranquille, une voix qui ne crie pas mais que l'on entend. Ce matin-là, alors que le monde s'éveillait, Claire Dufresne se sentit prête. Non plus à subir, mais à créer. Les jours qui suivirent furent marqués par un calme trompeur, une sorte de suspension entre la tempête médiatique et la reconstruction personnelle. Claire, désormais sollicitée par divers médias et institutions, ne se laissa pas happer par le rythme frénétique imposé par ceux qui voyaient en elle une figure de marketing ou une opportunité de communication. Elle refusa les invitations superficielles, les apparitions télévisées, les partenariats avec des marques opportunistes. Ce n'était pas par méfiance ou par orgueil, mais par lucidité. Elle savait que la valeur de ce qu'elle avait déclenché résidait dans la maîtrise de ses gestes, dans la cohérence de ses choix. Elle ne voulait pas être consommée. Elle voulait bâtir. L'une des premières décisions qu'elle prit fut de se retirer de la maison Beauchamp. Elle ne donna pas de raison détaillée, remit ses clés, salua le personnel, sans ostentation, et quitta les lieux comme elle y était entrée, discrètement. Elle ne laissa aucune rancœur, ne prononça aucun mot amer. Elle n'en avait pas besoin. Tout avait déjà été dit et surtout tout avait été vu. Sa sortie ne fut pas une fuite mais une affirmation. Elle n'appartenait plus à ce monde de servitude silencieuse. Elle se retirait, non pas comme une employée licenciée, mais comme une femme qui reprenait le contrôle de son parcours. Anaïs fut la première à comprendre l'ampleur de ce basculement intérieur. Lorsqu'elle proposa à Claire de travailler à ses côtés, ce ne fut pas un geste de charité ou de solidarité militante. Ce fut une reconnaissance d'égal à égal. Elle lui offrit un espace dans son atelier, non pour qu'elle l'assiste, mais pour qu'elle crée. Une table, quelques outils, des tissus, des contacts, et surtout du temps. Claire accepta avec gratitude, mais aussi avec clarté. Elle ne voulait pas répliquer des modèles déjà existants. Elle voulait concevoir une ligne différente, qui parlerait à celles qu'on ne regarde jamais dans les défilés, mais qui, chaque jour, se battent pour exister avec dignité. Elle nomma ce projet « Couche vraie », une collection inspirée par la superposition d'expériences, par les strates invisibles qui forment l'identité d'une femme. Elle dessina des robes aux coupes nettes, modulables, pensées pour le mouvement. Des vêtements qui n'exigeaient pas de corps idéalisés, mais qui s'adaptaient aux réalités de la vie quotidienne. Travail, fatigue, reprise de soi. Chaque pièce portait à l'intérieur une broderie simple, toujours différente, reprenant les mots entendus de femmes ordinaires « J'existe, je choisis, je tiens ». Aucune mention de Claire sur l'étiquette. Ce n'était pas elle, la star, c'était elle. Le projet, bien que modeste au départ, reçut un écho inattendu. Anaïs mit à disposition ses contacts dans la presse spécialisée, mais ne força jamais. Quelques publications engagées relayèrent l'initiative, soulignant son caractère atypique et son exigence de qualité. Rapidement, des précommandes arrivèrent, de Bordeaux, de Lille, de Genève, de Bruxelles. Des femmes écrivaient pour dire qu'elles se reconnaissaient dans ces lignes simples, dans ces coupes franches, dans cette absence de séduction forcée. Elles parlaient de libération silencieuse, de respect de leur histoire, de refus du déguisement. Parallèlement, Laurent Beauchamp,
désormais soumis à la pression du conseil d'administration et à la chute de sa cote médiatique, tenta une manœuvre de rattrapage. Il envoya un message à Claire, soigneusement rédigé, dans lequel il exprimait son regret sincère pour les propos tenus et reconnaissait une erreur de jugement. Il proposait de la rencontrer dans un cadre privé pour clarifier certains points. Claire lut ce message sans colère, mais avec détachement. Elle n'en parla qu'à Anaïs, qui lui demanda si elle comptait répondre. Claire hocha la tête. Elle écrivit un message bref, respectueux mais ferme. Elle remercia Laurent pour ses mots, précisa qu'elle n'éprouvait ni haine ni ressentiment, mais qu'elle considérait que le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Elle n'acceptait pas de rejouer une scène déjà vécue. Elle préférait la distance. Elle avait appris que certaines blessures, pour cicatriser, nécessitent l'absence plus que les excuses. Elle ne voulait pas une confrontation, ni même une fermeture dramatique. Elle voulait simplement tourner la page sans qu'on l'arrache de ses mains. Ce choix fut un soulagement. Elle n'avait pas besoin d'un face-à-face pour valider ce qu'elle avait accompli. Le véritable pardon, c'était de ne plus avoir à porter la colère. Elle avait d'autres choses à faire, d'autres femmes à rencontrer, d'autres projets à concevoir. En parallèle, elle accepta de participer à quelques conférences, non pas en tant que figure de mode, mais en tant que femme ayant changé le regard porté sur elle par la seule force de sa cohérence. Elle parlait peu, écoutait beaucoup et répondait avec précision. Elle refusa systématiquement les étiquettes. Elle ne se présentait ni comme activiste ni comme icône. Elle disait simplement « Je suis couturière, j'ai été domestique, je suis les deux, et je suis aussi autre chose, comme nous toutes ». Son approche fut saluée pour sa lucidité et sa sobriété. Elle n'incarnait pas un rêve de revanche, mais une réalité de transformation. Elle ne promettait rien. Elle montrait ce qu'il était possible de faire, lentement, avec discipline, avec respect de soi. Son histoire devint un repère pour celles qui, dans l'ombre, hésitaient à faire le premier pas vers la lumière. Elle continua à vivre simplement, dans le même appartement, en se rendant à l'atelier chaque matin comme on se rend à un rendez-vous de travail. Elle n'avait pas besoin de révolutionner l'industrie. Elle voulait faire ce qu'elle avait toujours aimé, créer du sens avec des tissus, raconter des histoires sans discours, donner forme à l'invisible. Et chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle ne regardait plus son reflet pour y chercher des défauts, ni pour y deviner ce que les autres y verraient. Elle se regardait comme on observe une vérité lente, solide, construite jour après jour. Elle n'était plus celle qu'on interroge, elle était celle qui choisit. 6 mois plus tard, Paris s'éveillait sous un ciel d'un gris pâle typique du printemps naissant. Les pavés encore humides du Marais reflétaient les lumières discrètes des boutiques de créateurs qui s'apprêtaient à ouvrir. Au cœur de ce quartier autrefois inaccessible pour elle, Claire Dufresne se tenait derrière les grandes vitres d'un showroom sobrement décoré. Devant elle, un espace épuré, calme, sans artifice. Des portants alignés portèrent les pièces de sa première collection complète. Des robes, des manteaux, quelques pantalons et chemisiers, tous conçus avec cette même volonté d'essentialité. Une mode qui ne crie pas, mais qui s'impose par la rigueur de ses lignes et la justesse de ses proportions. Le nom de la collection, Couche vraie, était inscrit en lettres fines sur un mur blanc. Aucune affiche avec son visage, aucun slogan. Seulement une phrase gravée discrètement sur une plaque près de l'entrée « L'élégance est la forme la plus silencieuse de résistance ». Cette phrase, née d'un échange anodin avec Anaïs au tout début du processus, était devenue l'axe central de sa démarche. Elle ne cherchait pas à habiller pour impressionner. Elle habillait pour affirmer. Pour que chaque femme qui enfilait l'une de ses créations se sente vue, respectée, contenue. La salle se remplissait doucement. Des femmes de tous âges, de tous horizons, prenaient place autour de la passerelle improvisée. Parmi elles, certaines avaient participé à des ateliers de parole organisés par Claire et Anaïs durant les mois précédents. D'autres étaient clientes, venues après avoir lu un article dans un magazine ou après avoir vu la fameuse vidéo de la réception Beauchamp, toujours virale sur certaines plateformes. Ce public n'était pas celui des Fashion Weeks traditionnels. Il n'y avait pas de flash agressif, ni de célébrités en quête de visibilité. Juste des femmes qui avaient vu en clair quelque chose qui les concernait profondément. Anaïs, debout près de la régie, observait tout avec la sérénité d'une mentor fière. Elle n'avait rien imposé à Claire durant ces mois. Elle l'avait soutenue, protégée des propositions vides, accompagnée dans les choix complexes. Leur complicité, née sur les bancs de l'école et renforcée par l'expérience,
avait trouvé un équilibre mature. Anaïs n'avait pas besoin d'être au premier plan. Elle savait que ce soir appartenait entièrement à Claire. Lorsque les premières silhouettes défilèrent, un silence respectueux s'installa. Les mannequins n'étaient pas professionnels. Claire avait choisi des femmes de son entourage. Une infirmière, une femme de ménage, une jeune enseignante, une retraitée. Chacune portait sa pièce comme on porte une parole longtemps retenue. Les pas étaient simples, les visages naturels. Le public ne regardait pas seulement des vêtements. Il voyait des fragments de soie sur scène, des corps qui ne demandaient pas l'approbation, mais affirmaient une présence. À la fin du défilé, Claire sortit des coulisses, vêtue d'un ensemble noir minimaliste. Pas de discours, pas de micro. Elle s'avança au centre de la pièce, salua d'un léger mouvement de tête puis leva les yeux vers la salle. Des applaudissements nourris éclatèrent, d'abord retenus, puis sincères, vibrants. Certaines femmes se levèrent, d'autres versèrent des larmes discrètes. Ce n'était pas l'émotion d'un grand final théâtral. C'était celle d'une reconnaissance. Le sentiment d'avoir été vue, enfin, par l'une des leurs. Claire sentit monter une vague d'émotion, mais la contint. Elle n'était pas là pour elle. Elle était là pour boucler un cercle, pour refermer une blessure collective ouverte depuis trop longtemps, celle de l'invisibilité imposée. Après la présentation, elle resta parmi les invités, échangeant sans précipitation. On ne la sollicitait pas comme une star, mais comme une sœur, une amie, une voix proche. Dans un coin posé sur un présentoir discret, une robe était exposée seule. C'était celle de la fameuse soirée, conservée intacte. Un petit texte l'accompagnait. Première pièce, premier pas. Elle ne serait jamais vendue. Elle n'était pas un produit. Elle était mémoire. Plus tard, lorsqu'il ne restait que quelques personnes, Claire s'éloigna pour s'asseoir sur un banc face à la grande vitre. À l'extérieur, les passants circulaient sans savoir ce qui s'était joué dans cette pièce. Elle regarda la rue, son reflet flou dans la vitrine, et sentit une paix nouvelle. Pas celle d'avoir triomphé, celle d'avoir trouvé sa place sans demander la permission. Une femme d'un certain âge qu'elle n'avait jamais vue auparavant s'approcha d'elle avec douceur. « Vous n'avez pas prononcé un mot, et pourtant, j'ai tout entendu. » Claire la remercia d'un regard. Il n'y avait rien à ajouter. Dans les semaines qui suivirent, la collection reçut des critiques élogieuses dans la presse spécialisée. Non pas pour sa sophistication technique, mais pour sa cohérence éthique et esthétique. Elle fut invitée à la Biennale de la mode durable, reçut une bourse pour développer des ateliers de transmission. Mais elle refusa toujours d'en faire une marque personne. Claire Dufresne ne voulait pas devenir une icône. Elle voulait rester une artisane. Elle ouvrit un petit studio à Lyon, y forma quelques jeunes couturières et poursuivit son travail. Loin des projecteurs, mais au centre de ce qu'elle avait toujours voulu faire, bâtir, point après point, des vêtements qui réparent. L'histoire de Claire ne fut pas écrite dans les livres d'histoire, mais elle resta dans la mémoire de celle qui l'avait vécue ou observée. Une femme que l'on avait voulu ridiculiser et qui avait transformé une moquerie en acte de fondation. Sans revanche, sans bruit, sans déchirement. Elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer. Elle avait simplement décidé de ne plus se laisser effacer.